Bien, nous allons commencer. Je vais passer la parole à Monsieur Boll pour introduire, Monsieur Boll étant le président de l'association Aprofin. Je lui passe la parole pour introduire l'ensemble des sujets qui vont être traités aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Permettez-moi de vous saluer. Donc, au nom d'Aprofin, Lorraine Place Financière. Donc, Aprofin, association qui regroupe l'ensemble des métiers de la banque, de la finance, du droit, du chiffre, qui a son siège à la Maison de la Finance à Nancy et qui couvre la place financière de Lorraine et le sillon lorrain. Nous aurons donc ce webinaire sur le financement et les sujets qui se posent aujourd'hui avec la pandémie qui est en cours, notamment les impacts économiques. Le déroulé sera, ce webinaire sera le suivant, donc des interventions de différents spécialistes et partenaires membres de la place financière. Donc on va commencer par une situation par Monsieur Daniel Dupont, qui est le directeur de la Banque de France. On poursuivra avec la question des fonds propres avec Monsieur Éric Laubry, directeur de participation de la société Capital Risque Adhère Investissement. On poursuivra avec l'Institut Lorrain de Participation avec son directeur général Benoît Boineau. Ensuite, nous aborderons les questions donc là on sera dans les questions de fonds propres. Sur les questions de financement, on aura l'intervention de Pierre Georges, qui représente la Fédération bancaire française et par ailleurs directeur de la banque Kolb. Ensuite, nous aurons un complément lié au financement participatif avec Fabien Michel, qui est le directeur de la plateforme PrêtUp Uniland. Et puis nous reviendrons vers la Fédération bancaire française avant de vous laisser la parole. Donc sur les problématiques de court terme, avant de vous laisser la parole sur l'ensemble des questions que vous pourriez avoir. Ce webinaire est prévu pour durer 1 heure ou 1h30 en fonction effectivement de l'animation et des questions que vous voudrez bien poser aux spécialistes, que je remercie de leur présence et du temps qu'ils nous consacrent pour effectivement regarder au mieux comment aider les entreprises face au rebond qui ne manquera pas d'arriver, nous l'espérons tous, une fois que cette deuxième vague sera passée et qu'on sera à peu près tous vaccinés. Voilà, c'est des sujets qui sont des sujets d'actualité puisque pas plus tard que ce matin, je représentais la place financière de Lorraine à la réunion des places financières régionales, où participaient les principales métropoles et les principales régions de France. On était une quinzaine de places et la question du financement et des fonds propres, la suite des péchés, du rebond économique des différents secteurs, toutes ces questions étaient des questions qui ont été d'actualité et ne manqueront pas effectivement d'être remontées, y compris sur le régulateur, au premier rang desquels la CPR et l'AMF. Voilà les questions que nous avons traitées ce matin. Et je ne doute pas que pour revenir plus près du terrain et plus près de ce qui nous préoccupe, à savoir l'économie lorraine, nous serons ravis d'avoir et vos questions et vos retours pour essayer d'être le plus efficace possible. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse immédiatement la parole à Daniel Dupont, directeur de la Banque de France. Oui, bonsoir. Donc Daniel Dupont, directeur de la Banque de France. Je souhaitais un petit peu planter le décor avant d'aller sur les thèmes plus précis. Et effectivement, nous avons reçu il y a 1 heure les résultats de notre enquête de conjoncture que nous menons donc tous les mois, les résultats de novembre et les perspectives de décembre. Donc très très rapidement, en 2 ou 3 slides, vous montrez qu'en novembre, dans le slide suivant, donc la hausse d'activité s'est poursuivie au niveau de l'industrie et du bâtiment. Les carnets de commandes étant encore jugés insuffisants, mais qui seront reconstitués un peu plus vite quand même dans l'industrie, plus vite que dans le bâtiment, où là l'inquiétude est quand même grande pour les commandes publiques et sur le développement de l'activité en début 2021. Donc la croissance de la production est escomptée dans l'industrie puisque beaucoup d'entreprises vont arrêter entre Noël et Nouvel An, donc il faut reconstituer des stocks et pour assurer les livraisons pendant les fermetures. Et puis, comme ce n'est pas une nouveauté, forte contraction de la demande au niveau des services marchands avec des prévisions toujours pessimistes à court terme, que ce soit dans l'hébergement ou la restauration.
Alors, quand on regarde dans l'industrie avec des petits histogrammes dans la slide suivante, on voit que les chefs d'entreprise, globalement, ont estimé leur niveau d'activité par rapport à 100% à un niveau normal, ont estimé leur activité à 92%. Donc, nous sommes bien évidemment nettement plus haut que ce que l'on pouvait constater en avril, où nous étions à peu près à 40%, avec quand même des secteurs très touchés différemment. Vous voyez que par rapport à avril, on avait le matériel de transport qui était fortement impacté, qui a bien redressé le niveau d'activité, mais on est quand même toujours à 92% globalement d'une activité dite normale. Au niveau des services, dans la slide suivante, donc bien évidemment vous verrez sur l'histogramme qui se trouve à droite, c'est l'hébergement et la restauration, où par rapport à la barre du rouge du mois d'avril, on a toujours une activité entre octobre et novembre qui a fortement reculé, fortement chuté, et qui ne reprendrait que très partiellement en décembre. Là également, on est quand même à des niveaux d'activité globalement, hein, à travers tous les services, à 86% d'une activité normale. Donc, comme le montrent les histogrammes, l'activité semble se redresser, mais c'est encore assez compliqué. Pour le mois de décembre, très rapidement, avec l'assouplissement constaté fin novembre, les chefs d'entreprise tablent globalement sur une stabilité, sachant que la dernière quinzaine est toujours compliquée. Et au niveau des services, normalement, une légère amélioration. Mais au total, la perte du produit intérieur brut est estimée à moins 11% en novembre et moins 8% en décembre, ce qui nous ferait un PIB en recul de 4% au quatrième trimestre, alors que nous étions à 18,7 au trimestre précédent. Donc l'impact est quand même un peu moins mesuré, l'impact du confinement de novembre est un peu moins mesuré que celui du printemps dernier. Alors, quand on regarde globalement, on peut voir que dans la slide suivante, la perte d'activité sera donc bien évidemment importante, mais plus limitée. On voit la perte d'activité en décembre, comme je vous le disais, on serait à moins 8, tout en bas à droite, contre moins 31 en avril. Hein. Et donc, selon les secteurs, on aurait toujours une construction qui serait en difficulté, le commerce de gros de détail et l'hébergement, une activité qui serait de moins de 19 en perte d'activité en décembre, contrairement en venant de moins 32 et moins 45 en avril. Hein. Donc, quand on regarde la situation locale, cela ne se retransmet pas forcément parce que nous avons dans le département deux tribunaux de commerce, hein, celui de Nancy bien évidemment et celui de Val-de-Briey. Et quand on regarde le tableau des décisions judiciaires, bien évidemment confirmées par nos deux présidents, sur la slide des décisions judiciaires, on voit que sur une année, on a un recul quand même important, hein, donc de 40%, pratiquement 40%. On en arrive à 271 décisions judiciaires sur 12 mois glissants, dont la répartition est à 50% entre le tribunal de commerce de Val-de-Briey et celui de Nancy. Sur la fragilité du tissu local, on peut voir que la répartition, là, nous avons fait une répartition à gauche, métropole du Grand Nancy, et à droite, la Meurthe-et-Moselle, donc dans les différents secteurs. Et on voit que entre la Meurthe-et-Moselle, la métropole, et il y a des différences quand même assez importantes. Le commerce, en termes de nombre d'entreprises, est bien évidemment concerné, alors qu'en termes d'effectifs, nous avons de grosses entreprises qui sont dans une certaine fragilité quand on regarde l'histogramme de droite avec la branche verte et orange pour les autres industries et hors intérim. Donc on a quand même 288 entreprises, 290 exactement, qui sont en situation de fragilité dans
dans le Grand Nancy Métropole, et ça représente 11 867 personnes, et donc vous voyez que c'est quand même important en termes d'avenir et de rebond. Donc on parlera de financement pour ce type d'entreprise dans les parties suivantes. Alors, lorsque l'on regarde au niveau des encours de crédit, normalement, vous voyez que la pointe bleu nuit est en forte progression, mais bien évidemment, c'est lié au PGE. Le président de la fédération en parlera tout à l'heure. Et donc, on voit une accélération. À fin novembre, on avait 4 800 entreprises qui avaient bénéficié d'APGE dans le département, dont 89% étaient des TPE et qui ont bénéficié, elles, à 50% du montant des PGE mis en place. Alors, quand on regarde, c'est une stat, ça, à novembre, hein, donc début novembre, le dernier slide, on voit sur le PGE, mais Pierre-Georges, je pense, en reparlera tout à l'heure, on a bien évidemment une croissance très forte des PGE attribués dans le Grand Nancy Métropole. Si on pouvait mettre la slide suivante. Voilà, donc vous voyez les PGE accordés, les montants. Donc on est à plus de 280 millions, donc on était à plus de 280 millions dans le Grand Nancy Métropole. Et le PGE le plus important pour Grand Nancy Métropole, c'est 10 millions. Et à l'inverse, le PGE le plus faible, c'est 1 000 euros. Donc vous voyez qu'il y a un énorme écart. Dans le département du 54, bien évidemment, là, on tourne dans les 700 millions et le plus important PGE, c'est 60 millions, donc qui a été fait hors de Grand Nancy Métropole. Donc, ce qui est normal qu'on se retrouve dans une situation où, globalement, la trésorerie, et le président de la fédération pourra en parler, la trésorerie des entreprises est, disons, satisfaisante. Il y a un effondrement des défaillances, mais tous s'attendent effectivement à un T2 2021 quand même plus compliqué. Et pour indication aussi, un élément important, puisque nous gérons à la Banque de France les dossiers de surendettement, nous sommes en recul à fin novembre de 30% par rapport à l'année normale. Donc là aussi, les particuliers sont, entre guillemets, sous anesthésie avec les mesures de chômage partiel, etc. Donc c'est une situation totalement atypique, hein. Hausse des crédits, baisse des défaillances, pas forcément des décotes de cotes de crédit, puisque nous avons entamé notre campagne de cotation avec retard pour bénéficier des questionnaires Covid réalisés par les entreprises, et les décotes ne sont pas très élevées. Et enfin, pour terminer, puisque ça date d'hier, les prévisions annoncées par le gouvernement de la Banque de France. Donc pour 2020, on s'attend à un recul de moins 9%, contrairement à une croissance de 1,5%. Et vous vous souvenez que la croissance de 1,5% était supérieure à celle enregistrée de la zone euro et pratiquement le double de celle de l'Allemagne. On s'attend donc à un rebond, toutes choses égales par ailleurs à cette époque, à plus 5% en 2021 et 2022, et on ne retrouverait, vous voyez, c'est le graphique du bas à gauche, on ne retrouverait un niveau normal qu'à la fin du premier semestre 2022. Donc voilà pour une présentation très rapide de l'évolution, en ayant un focus sur la métropole, hein, puisque Scalene est implanté dans la métropole, et nous avons d'autres éléments concernant cette collectivité. Voilà, Jean-Philippe, pour moi c'est OK. Merci Daniel pour ce tableau, effectivement, et ces perspectives. Donc nous allons maintenant, alors vous avez un chat, hein, bien entendu, vous pouvez immédiatement poser des questions au fil de l'eau à nos intervenants, donc n'hésitez pas à le faire. Donc nous allons laisser la parole maintenant à Éric Lobry, donc directeur de participation de la société de capital risque Adhère Investissement, donc qui finance les PME du territoire en haut de bilan. Éric. Éric, le micro. Voilà, j'avais pas appuyé sur le bouton. Bonsoir.
je vais pas vous présenter concrètement l'activité d'Adhère Investissement, parce que pour faire simple, c'est à peu près tout comme l'ILP, mais pour les plus petites entreprises. Donc, je laisserai à mon ami Benoît vous parler de l'activité de capital investissement. Moi, j'ai préféré vous faire quelques rappels sur ce qui risque d'arriver, en tout cas sur la situation des entreprises, et ce qui risque d'arriver dans les mois qui viennent. Donc un premier rappel, c'est fondamental dans la gestion des entreprises, c'est d'appréhender son besoin en fonds de roulement. Donc je vous rappelle que ça relève des décalages de règlement à la fois de vos achats, de vos ventes et du montant de vos stocks, et simplement se rappeler que même si on parle que d'éléments de court terme, le BFR finalement est un besoin de long terme, parce que ça se renouvelle et ça se régénère en permanence. Et alors on m'a demandé de vous donner un ordre de grandeur. C'est à peu près 2 mois de chiffre d'affaires hors taxe pour une entreprise industrielle. Grosso modo, c'est un ordre de grandeur qu'on peut retenir. Un mot également sur la capacité d'autofinancement, parce que tout le monde connaît à peu près son résultat net, un peu moins forcément sa capacité d'autofinancement. Donc simplement un petit rappel pour dire que le résultat net, c'est tous vos produits moins toutes vos charges, alors que la capacité d'autofinancement, c'est tous vos produits encaissables moins toutes vos charges décaissables. Donc on est plutôt sur un flux de trésorerie, et un flux de trésorerie potentiel lié au compte de résultat, puisque pour mémoire, un flux encaissable ne devient un flux encaissé qu'à partir du moment où votre client vous a bien réglé votre facture. À quoi ça sert la CAF? Ça vous permet de financer votre activité courante, notamment l'augmentation du besoin en fonds de roulement. Ça vous sert à rembourser les dettes, ça vous sert à financer les investissements, notamment tout ce qui n'est pas finançable par les banques. Mais ça, je pense que la FBF vous en parlera. Tout ce qui est innovation, repositionnement, marketing, etc. Tout ce qui est difficilement palpable, on va dire. Et puis, ça vous sert aussi à distribuer des dividendes. Et je vous rappelle que c'est obligatoire si votre entreprise est sous un LBO, c'est-à-dire si elle a fait si elle a fait l'objet d'un rachat par une holding, ce qui fragilise d'autant plus dans les situations un peu compliquées les entreprises qui sont dans cette situation. Un petit mot pour synthétiser tout ça sur le tableau de financement annuel. Donc vous avez à gauche les emplois, tous les nouveaux investissements que vous avez à financer, la variation de besoins en fonds de roulement, le remboursement de vos emprunts, les dividendes que vous devez distribuer, notamment si vous êtes sous LBO, puis de l'autre côté, vous avez les ressources possibles, donc les apports des associés, les aides et subventions, les nouveaux emprunts que vous allez souscrire en face des investissements, et puis votre fameuse capacité d'autofinancement, sachant que si on fait la totalité des ressources moins la totalité des vous donnez problématique de recouvrement prêt, votre variation de trésorerie annuelle. Quel est l'impact du Covid là-dessus? En tout cas, pour le cas le plus fréquent pour nous, c'est-à-dire typiquement les entreprises industrielles. Au niveau des emplois, il y aura eu, pour la plupart d'entre vous, une diminution des investissements, c'est-à-dire qu'après le 15 mars, il y aura eu moins d'investissements, souvent moins d'investissements engagés. Il y aura une diminution du besoin en fonds de roulement. Alors, structurel, parce que s'il y a moins d'activité, il y a moins de besoin en fonds de roulement, c'est mécanique. Et puis conjoncturel, parce que vous aurez bénéficié de reports d'échéances fiscales et sociales, donc il y aura eu plus de dettes d'exploitation, tout cela contribuant à la diminution du BFR, et puis il y aura eu des reports d'échéances de remboursement des emprunts. Côté ressources, vous allez constater en 2020, pour la plupart d'entre vous, une capacité d'autofinancement, pour certains malheureusement négative, ou en tout cas inférieure à celle que vous attendiez, ou vous aviez budgété en début d'année, du fait d'un chiffre d'affaires en baisse, avec comme effet amortisseur l'activité partielle. Il y aura eu des aides publiques pour les professions les plus touchées, et puis des nouveaux emprunts souscrits, notamment le PGE et du prêt rebond régional. Ce qui veut dire que pour la plupart des PME, évidemment, ce n'est pas une généralité, on va avoir globalement, alors j'ai mis en vert les éléments qui sont favorables à la trésorerie et en rouge ceux qui sont défavorables à la trésorerie.
Globalement, moins d'investissement, moins de variations, enfin moins de besoins en fonds de roulement, moins de remboursement d'emprunts, et du côté des ressources, un peu plus d'aides et de subventions, des nouveaux emprunts, moins de CAF que prévu, mais globalement, la trésorerie des entreprises se sera améliorée dans la période. Donc la première conclusion à ce stade, c'est que les amortisseurs qui ont été mis en place au printemps ont globalement très bien fonctionné. Alors la trésorerie s'est améliorée, mais notamment quand on aura les résultats et les bilans au 31 décembre 2020, on va constater que s'il y a eu des pertes et résultats nets comptables négatifs, les capitaux propres auront diminué et que l'endettement des entreprises aura augmenté, à la fois à moyen terme du fait des PGE et à court terme du fait des reports d'échéances, des reports de dettes fiscales, sociales, etc. Ce qui veut dire que globalement, la structure de bilan se sera dégradée malgré une trésorerie plutôt bonne. Et là, je reprends le terme paradoxal de Daniel tout à l'heure. On va se retrouver effectivement dans une situation paradoxale. Quand on va redémarrer, il faudra des moyens. Il y aura des investissements à faire. Donc des investissements corporels si vous avez différé les investissements de 2020, des investissements incorporels, probablement des repositionnements de marché, des investissements en innovation, des efforts de marketing et de commerce importants. Il y aura une augmentation du BFR structurel parce que l'activité va reprendre, donc forcément le BFR va reprendre. Et puis toutes les échéances qui auront été décalées, reportées, etc., il faudra bien les payer à un moment. Et puis, si la structure de bilan se dégrade, vous aurez, alors j'ai bien entendu ce qu'a dit Daniel, c'est pas encore le cas, mais si la structure de bilan se dégrade, vous aurez forcément une baisse de la cotation et donc forcément une diminution des crédits fournisseurs et globalement votre BFR qui va réaugmenter. Et puis, vous allez reprendre le remboursement des échéanciers des dettes et puis c'est pareil, les PGE, après la période de différé, il faudra bien commencer aussi à les rembourser. Et tout ça, du côté des emplois, des nouveaux investissements, donc ça va être plus de besoins, donc c'est du rouge. La variation du BFR qui va repartir à la hausse, c'est du plus, c'est du rouge, et les remboursements d'emprunts qui vont reprendre, avec en face, alors je ne fais pas d'hypothèse sur les apports des associés et sur les subventions, des nouveaux emprunts, je laisserai la FBF en parler, mais il est probable que ça va être un peu plus compliqué d'emprunter en 2021. Et puis, la capacité d'autofinancement, elle va peut-être revenir positive, mais en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Elle risque d'être encore un peu dégradée. Donc, on peut prédire que pour la plupart d'entre vous, la trésorerie qui est excellente aujourd'hui, ou bonne en tout cas, va se dégrader dans les mois qui viennent. J'ai imaginé, alors là encore, on est dans quelque chose d'un peu caricatural, mais quel scénario de rebond on peut imaginer? Un premier scénario, c'est ça repart comme avant. Dans ce cas-là, ça ira bien. Le différé de remboursement du PGE permettra de financer la reconstitution du BFR. Et si vous aviez une CAF suffisante pour rembourser les dettes avant la crise, elle le sera probablement après. Simplement une petite alerte sur le risque de dégradation des marges. On a quand même pas mal constaté en 2010 et en 2013, suite aux crises précédentes, que la sous-traitance industrielle, dans la sous-traitance industrielle, forcément, il y avait moins de clientèle, il y avait moins d'activité. Tout le monde mangeait dans la même gamelle et il y avait moins à manger dans la gamelle, donc forcément, c'était au profit des acheteurs. Donc globalement, les prix ont baissé. Donc attention à ça. Et puis un scénario 2, c'est ça repart, mais pas tout à fait comme avant. Donc il faut se repositionner, il faut se restructurer. Et là, le différé de remboursement du PGE permettra de financer l'adaptation de l'entreprise. Repositionnement de marché, changement de modèle économique, adaptation de la structure. Alors, je sais bien que c'est politiquement pas correct de le dire, mais s'il y a des adaptations coûteuses à faire, notamment s'il y a des licenciements à faire pour adapter les charges de l'entreprise, c'est quand il y a de l'argent qu'il faut les faire, parce qu'après, c'est trop tard. Et puis, le retour à une CAF correcte peut prendre un peu plus de temps, peut prendre 2 ou 3 ans, et là, le différé du PGE ne suffira plus. Du coup, il faudra aller rechercher de l'argent et le capital investissement est un moyen de se donner du temps, de s'acheter du temps quelque part.
puisque le principe, alors je vais très vite là-dessus, hein, le principe c'est qu'un investisseur en capital va acheter une partie de l'entreprise à un moment donné, pour la revendre plus tard. Alors il la revendra plus tard, c'est sûr, il espère avec une plus-value, et en fonction de la typologie des investisseurs, mais là je laisserai Benoît parler là-dessus, ça peut intervenir à peu près à tous les stades de la vie de l'entreprise. La mise en œuvre du capital investissement est plus technique que de la dette bancaire. Il faut qu'on valorise l'entreprise à l'entrée, il faut qu'on fixe l'influence de l'investisseur sur la gouvernance, la protection des intérêts des parties, l'organisation de la sortie, sa valorisation de sortie. Il y a un pacte d'associés à mettre en place. C'est un peu plus complexe qu'un contrat de prêt. Et surtout, le capital investissement nécessite un potentiel de prise de valeur de l'entreprise, puisque nous, investisseurs, on espère revendre quand ça vaut plus cher. Ou en tout cas, on espère que ça vaudra plus cher quand on revendra. L'arbitrage, c'est des questions qu'on nous pose souvent, c'est vaut-il mieux faire de la dette ou du capital d'investissement? Ce n'est pas la même typologie de financement. De la dette à moyen long terme demande une rentabilité immédiate parce que vous allez entrer en amortissement de votre dette assez vite. Alors, sauf certains prêts BPI qui ont des différés de remboursement assez longs. Mais dans le cas général, vous aurez un début de remboursement rapide. Votre encours de dette va diminuer régulièrement. Le coût est globalement faible, surtout en ce moment, depuis quelques années. Il y a, la plupart du temps, il y aura une garantie réelle de risque qui sera prise par le créancier, mais il n'y aura pas d'incidence sur le capital ni sur la gouvernance de l'entreprise. Capital investissement, la rentabilité peut être différée, mais elle devrait être plus forte. On paye la totalité à la sortie, c'est en général une échéance de 5 à 7 ans. Là, par contre, le coût est nettement plus élevé, parce que nous, on va attendre un rendement de au moins 10%, voire plus, voire beaucoup plus. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de caution. Il y a un partage du capital de l'entreprise, il y a un partage du pouvoir dans l'entreprise, parce que vous avez un nouvel associé, donc il est partie prenante, notamment de l'Assemblée générale, mais vous pourrez aussi bénéficier d'un accompagnement stratégique sur la stratégie de l'entreprise, sur la mise en œuvre d'un plan stratégique. En tout cas, dans les deux cas, il faudra trouver une rentabilité de l'entreprise à un moment ou à un autre. Et j'en arrive à ma deuxième conclusion, qui est de dire, pensez bien à toujours adapter les moyens à vos besoins, sinon vous risquez de vous mettre dans des situations pour le moins délicates. Voilà, je te rends la parole, Jean-Philippe, et j'essaye d'arrêter le partage d'écran. Merci, c'était très complet. Benoît, je vais te laisser la parole donc, pour le compte de l'ILP. Ouvre le micro. Je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions au fil de l'eau. Benoît, votre micro n'est pas ouvert. C'est mieux maintenant, je suppose. Ah oui, voilà, on m'entend pas. J'avais été coupé d'autorité par l'organisateur, je n'avais pas vu. Bonjour à tous, merci à Eric pour son exposé. On a décidé avec Adair de se séparer la présentation en deux. Eric ayant présenté plutôt l'intérêt des fonds propres en période de crise ou en période de développement, étant entendu que l'ILP présentera plutôt les outils à votre disposition pour le financement. On a des relations très proches avec le groupe Adair. Le but étant, pour les actionnaires du groupe ILP comme pour ceux d'Adair, d'avoir un continuum de financement pour l'ensemble des entrepreneurs de la place de Nancy et plus largement de Lorraine, pour que tous les besoins en fonds propres ou quasi-fonds propres soient potentiellement couverts, en commençant par les PFIL et le réseau Entreprendre, en montant jusqu'à Adair, et si le besoin est un petit peu plus important, en montant à l'ILP, mais toujours avec cette même philosophie de chercher des projets qui ont un vrai potentiel, qui ont une rentabilité intrinsèque, mais également qui ont une création de valeur ajoutée sur le territoire, ce qui est important, aussi bien pour les actionnaires d'Adair que pour les actionnaires de l'ILP. Voilà, il faut qu'on finance des projets rentables parce qu'on a tous des charges, mais à un certain moment, l'intérêt et la valeur ajoutée sur le territoire est au moins aussi important que la rentabilité qu'on peut en sortir.
Le but étant également, notamment pour le groupe ILP, de maintenir les centres de décision sur le territoire, parce que ça fait vivre toute l'économie locale, les banques locales, les prestataires de services locaux. Et voilà, si on veut continuer à avoir une place, notamment financière forte, il faut qu'on continue à avoir des centres de décision qui soient le plus locaux possible, d'où la création d'outils comme ADER ou le groupe ILP qui interviennent en fonds propres. Donc après que Eric vous ait expliqué effectivement les raisons qui pourraient vous amener à augmenter vos fonds propres, je vais vous présenter les différents outils, en sachant que la présentation est un peu plus orientée ILP, mais ADER a exactement globalement la même philosophie que nous. Après, on se répartit les tickets. On va dire au-dessus de 150-200 000 euros, ça sera plutôt nous. En dessous, ça sera plutôt ADER. Et s'il y a des besoins un peu complémentaires, bien évidemment, on peut co-investir, ce qui nous est arrivé quelquefois et plutôt de manière heureuse, je dirais. Donc, si on pouvait passer au deuxième, merci. Donc, effectivement, le groupe ILP, comme ADER, ça reste un capital investisseur de proximité, où on est très attentif à l'ancrage dans le territoire. On n'est pas là pour investir, quelle que soit la qualité du dossier, en dehors de notre zone géographique, qui nous, historiquement, est l'ancienne région Lorraine. Et on est là pour investir de manière exigeante mais bienveillante, en vérifiant qu'il y a un accompagnement qui est soit léger, soit plus lourd, en fonction des besoins de l'entrepreneur. Mais quand on investit dans un dossier, on aime bien vérifier que les choses se passent comme on nous l'a dit. Si ça se passe moins bien, pouvoir amener de la valeur ajoutée externe pour réfléchir ensemble aux moyens de remédier au retard qu'on peut avoir. Et si ça se passe mieux que prévu, peut-être envisager d'accélérer le développement, parce que quand on est sur un marché en forte croissance, de temps en temps, il faut des moyens complémentaires pour que les concurrents n'aient pas envie de venir sur ce marché ou pas la possibilité pour le faire. Donc, tout comme notre confrère, nous faisons des interventions en fonds propres, alors avec tout ou partie en capital, mais en tout cas, il faut qu'on ait un accès à un moment donné à la valeur ajoutée qui va être créée dans notre période de présence au capital de l'entreprise, mais nous intervenons toujours en tant qu'actionnaire minoritaire. Donc, on a du reporting, on discute, mais le chef d'entreprise reste, je dirais, le seul patron dans sa boîte. Et c'est pour ça qu'on est très attentif dans l'analyse des dossiers sur le projet et l'équipe et ce qui va nous être proposé, parce qu'on va toujours rester minoritaire. Et le droit français fait en sorte que l'actionnaire minoritaire a quand même des pouvoirs coercitifs assez faibles. Donc, bien évidemment, ces fonds propres vont soutenir financièrement la croissance de votre entreprise. Et l'objectif, c'est que la valeur ajoutée créée pendant notre période de durée, généralement entre 5 et 7 ans, mais contrairement à d'autres fonds, nous ne sommes absolument pas dogmatiques là-dessus, qu'il y ait une répartition qui se fasse, en sachant que si on est au-delà d'une certaine rémunération, on est tout à fait enclin à rétribuer ou redonner une partie d'une surrémunération aux dirigeants ou à son équipe. Donc nous, au niveau de l'ILP, d'un point de vue focus un peu plus particulier, on gère 65 millions d'euros à travers 4 fonds d'investissement. Et on a la particularité que chacun de nos fonds gère 50% d'argent public, 50% d'argent privé. L'argent public étant quasi systématiquement 50% BPI, 50% région Grand Est. L'argent privé étant en fonction des fonds et en fonction des objectifs d'investissement, soit des banques, soit des grands groupes industriels, soit d'autres personnes qui ont voulu venir avec nous dans certaines aventures. On a la particularité d'être le fonds historique, parce qu'on existe depuis 1983, ce qui nous a permis quand même de financer plus de 500 entreprises sur ces dernières années, pour un montant de 136 millions d'euros. Donc on voit quand même sur ces dernières années un nombre un ticket moyen beaucoup plus élevé que ce qu'on pouvait faire ces dernières années.
Le dispositif suivant, s'il vous plaît, Bruno. Ah, merci. Donc voilà, là, on reprenait un peu l'historique. Hein. On voit que depuis 1980-2019, on a créé un certain nombre de structures hein, qu'on va décliner ensuite. L'objectif étant pour nous de se dire, on est sur une région géographique limitée qui est l'ancien territoire lorrain, mais notre objectif c'est de faire en sorte qu'avec les différents partenaires et non pas contre, on puisse offrir un continuum de financement, ce que j'expliquais au début, pour que chaque entrepreneur ou chaque entreprise qui a un besoin en fonds propres, quel que soit son montant, trouve un interlocuteur et si jamais son projet semble viable, puisse être financé. Donc on a essayé de créer un certain nombre de structures qui permettent de financer aussi bien la croissance, aussi bien le développement, aussi bien la création, aussi bien la transition numérique, qu'aussi bien le rebond. Voilà. Et aujourd'hui, on les a, et on a regroupé ça sur une entité générique qui s'appelle Groupe ILP, et derrière, des items qui sont peut-être un petit peu plus lisibles qu'à l'époque où on avait un certain nombre de fonds qui prenaient des noms différents. Donc, le groupe ILP a la capacité d'intervenir seul, même si on préfère toujours le co-investissement, mais ça nous permet, en fonction des besoins des uns et des autres, de trouver les besoins de financement en région sur des projets qui sont jugés viables par les équipes. Il n'y a pas de dogmatisme sur le montage financier, on sait s'adapter au cas par cas à tous les projets, même si on reste un investisseur, on va dire, assez institutionnel, et donc on aime bien les montages qui sont mesurés en termes de tête et quand même un peu significatif en termes de fonds propres. On verra Pierre-Georges au niveau de la FBF dira les ratios, mais on trouve que c'est bien qu'il y ait quand même dans des projets une répartition du risque qui soit cohérente entre la partie, on va dire, fonds propres, qui est la partie amenée par l'actionnaire, et la partie prise de risque, qui est celle de la banque. Voilà, ça peut pas être toujours la banque qui finance 100% des besoins, parce que si ça marche bien, bah, c'est quand même l'actionnaire qui va en bénéficier, mais si ça marche mal, il faut aussi que chacun assume son risque. On est assez libre sur la partie répartition entre fonds propres et quasi-fonds propres, c'est-à-dire que le quasi-fonds propre, c'est la même chose que le fonds propre, mais ce n'est pas dilutif, et ça a une rémunération qui est fixe. Donc là, je dis, on est un peu sur des sujets techniques, au fur et à mesure des gens qui sont intéressés, vous verrez, mais en tout cas, on peut faire des offres qui sont intéressantes pour des gens qui ont assez peu d'apports, mais des projets intéressants. On les laissera toujours majoritaires pour les faire, quitte à ce que nous, on emmène plus d'argent qu'eux. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les quasi-fonds propres qui vont pouvoir nous permettre. Et bien évidemment, nous intervenons. On a quelques exceptions, mais on va dire à plus de 90%, notre territoire reste la Lorraine. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 4 items principaux et un qui vient se compléter du fait de la crise Covid. Nous, on peut intervenir dans 4 phases essentielles. Donc la première phase, c'est l'innovation. Donc dans l'innovation, c'est tout projet de start-up ou tout projet de transition numérique. Et après, on a 2 notions qui se superposent un peu, mais qui sont un peu différentes. On a l'accélération, et pour nous, l'accélération, c'est une petite société qui connaît un très fort développement. Et on a la croissance, où là, c'est plutôt une entreprise un petit peu plus structurée, qui elle aussi connaît une forte augmentation de chiffre d'affaires, ou qui a un projet de croissance externe. Le 4e item, et c'est aujourd'hui un de nos investissements principaux, c'est la transmission, en sachant que dans transmission, on a vocation et on recherche principalement des sociétés qui veulent se transmettre et si possible aux principaux cadres. Souvent, ce sont des cadres qui sont jeunes, qui ont encore un crédit sur la maison, qui n'ont pas forcément suffisamment d'apport, mais qui ont la compétence et la connaissance, la confiance du vendeur. Donc ces gens-là qui viennent nous voir, on trouvera toujours un schéma qui permette, de payer le juste prix aux vendeurs parce qu'ils le méritent, parce que c'est souvent le fruit de 20 ou 30 ou 40 années de travail et de prise de risque, et nous, de les accompagner
en leur permettant d'avoir un nouveau projet pour continuer à développer ces entreprises en région avec le centre de décision qui reste du coup local, parce que si demain elles étaient vendues à des grands groupes, forcément ces centres de décision pourraient être basés hors de Lorraine, ce qui, à notre sens, est quand même une perte de valeur ajoutée sur le territoire. Donc le petit point qui n'est peut-être pas sur ce slide et que je voulais présenter, c'est que dans le cadre de la crise du Covid, la région Grand Est, accompagnée des CCI de l'ancienne région Lorraine, ont décidé de maintenir un fonds qui s'appelle le fonds de consolidation, qui permet de financer des entreprises qui connaissent des difficultés passagères, notamment le Covid, et qui, du fait de cet événement non structurel, mais malheureusement conjoncturel, connaissent des difficultés financières. Donc, on a la capacité à répondre avec tous les acteurs du territoire sur la totalité des besoins, sur les projets qui nous semblent viables. Alors, le slide suivant. Voilà, donc là, on peut peut-être passer assez vite. Et ILP Innovation, donc voilà, c'est pour toute entreprise qui a des projets d'innovation. L'accélération, c'est pour toute petite entreprise qui vraiment veut booster et confirmer l'appétit du marché pour son projet. Sur la croissance, on va être sur des entreprises plus matures, des tickets d'investissement plus importants, et cette croissance, elle peut être soit endogène, soit exogène. Donc endogène, c'est de l'interne, exogène, c'est de la croissance externe. Et le quatrième, je ne sais plus, voilà. Et la transmission, c'est effectivement si on peut accompagner ou en tout cas faire savoir à des chefs d'entreprise que la solution de vendre à l'extérieur à un groupe n'est pas la seule solution et qu'on peut envisager de trouver des schémas qui permettent des transmissions en interne. Je ne sais pas si les gens ont vu les suppléments là, de l'Est républicain sur les entreprises qui résistent à la crise. On a fait une transmission en interne dans un dossier qui est comme Cardiabase avec des confrères. Ça a permis aux équipes de management de prendre le contrôle tout en ayant l'actionnaire historique qui a créé la boîte de rester pour partie. C'est 100 fois mieux, à notre sens, que d'avoir un groupe américain, israélien ou japonais qui viennent récupérer cette pépite nancéenne. Donc là, on est complètement dans notre rôle. Voilà. Alors, quand faire appel à nous, et ça c'est vrai pour tous les fonds d'investissement, il faut quand même un projet clair et défini. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'équipe qui porte le projet. Un tout petit peu considérable parce que leur tourne. D'accord. Et la qualité du projet. Bien évidemment, derrière, il faut qu'on croie au projet, il faut qu'il y ait un prévisionnel qui soit bâti avec vos conseils et il faut qu'il y ait un besoin de financement. Voilà, je pense que j'ai pratiquement fini. Voilà, quand faire appel à nous, dès que vous avez un projet, vous nous appelez. Je pense que Scalen peut être une très bonne porte d'entrée pour orienter vers les différents intervenants en fonds propres. Et en tout cas, si c'est pour l'ILP, on aura toujours une oreille attentive à tous les projets sur la région. Voilà, j'ai terminé, Jean-Philippe. Voilà, tu as une question à laquelle je te laisserai répondre dans le chat. Ah, j'ai pas vu, mais je vais regarder. Voilà, donc la parole est à Pierre-Georges, qui représente la Fédération bancaire française pour nous parler financement de moyen terme et la position effectivement des banques commerciales compte tenu de la situation de la pandémie. Merci. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Faites-moi signe si c'est bon. Contrairement aux intervenants précédents, je n'ai pas de présentation puisque je représente la Fédération des banques françaises pour le 54. Je suis donc l'interlocuteur unique qui permet de participer à différentes animations, réunions pour défendre, et c'est des fois nécessaire, les positions de la banque et surtout parler de ce qu'on peut apporter aux PME. Plusieurs questions m'ont été posées dans les différentes interventions.
je vais revenir au tout début, ce que l'on vit aujourd'hui et l'intervention de Daniel sur cette situation paradoxale. En réalité, la situation n'est pas si paradoxale que ça. Il faut reculer un petit peu au mois de mars. Au mois de mars, on ferme l'économie du pays. Le pays est à l'arrêt. Les entreprises, jusque-là, tournaient plutôt bien. L'État dit je prends en charge les salaires, les loyers, on va s'arranger, et les banques vont pouvoir. Je me sers des banques comme outil pour vous accompagner et financer les éventuels préjudices du Covid. Les chefs d'entreprise, à ce moment-là, qu'est-ce qui est normal, l'inquiétude, on était tous inquiets à ce moment-là, élaborent différents scénarios, avec des hypothèses de reprise au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, et donc chiffrent un préjudice Covid pour permettre de consolider leur trésorerie et de passer cette période difficile. Finalement, la reprise pour certains métiers, notamment dans le bâtiment, s'est faite mi-avril, et on va dire que mi-mai, début juin, le pays n'avait certes pas redémarré totalement, mais avait retrouvé un niveau d'activité correct. On se rend compte à la fin et à la sortie de cette première phase, de ce Covid phase 1, je dirais, que les entreprises ont souscrit des PGE, les PGE qui sont calibrés sur une hypothèse très très forte d'arrêt d'activité, l'activité repartant, les entreprises ont donc beaucoup de trésorerie. Et le problème que l'on va rencontrer, le problème numéro 1, c'est que ça ne sera pas un problème de trésorerie, à mon sens, en début d'année prochaine, ça va être plus un problème d'endettement. Si après je fais le parallèle avec l'intervention d'Éric, qui expliquait très clairement qu'en réalité un investissement, qui soit n'importe quel investissement, mais surtout au niveau de la banque, en moyen terme, que va regarder le banquier? La première chose, c'est qu'il va regarder la fameuse CAF, donc la capacité de l'entreprise à rembourser ses investissements. Il va aussi s'intéresser aux projets économiques, au cycle d'exploitation, ce que va permettre de générer comme richesse cet investissement, et la banque va donc décider, ou pas, d'accompagner son client entreprise dans son investissement. Le nœud du problème, le cœur, c'est la CAF. Aujourd'hui, on a saturé les CAF de 80 ou 90% des PME locales avec le PGE. Donc la vraie question, c'est au mois de mars ou au mois d'avril, quand il y aura des investissements et qu'il va falloir, c'est des investissements qu'il faudra financer, comment va-t-on faire, puisque les entreprises auront, et je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que les bilans seront dégradés, puisque les banques ont décalé pas mal d'échéances de crédit bail, on n'en parle pas souvent, mais ça a permis d'alléger un peu les charges d'exploitation, et les résultats, les bilans 31/12/2020 ne sont pas si mauvais que ça. Donc la CAF ne sera pas mauvaise. En revanche, on l'aura saturée et donc on aura un problème pour financer l'investissement. La seule solution à ce stade que je vois, et bon, c'est assez facile d'en parler comme ça, c'est de rembourser les PGE. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui me parlent, moi, dans mes fonctions, dans mes attributions quotidiennes, mais je vois aussi avec mes confrères, qui se posent la question de qu'est-ce que je fais? Je rends mon PGE au mois d'avril ou au mois de mai, selon la date de souscription, mais il faut que je sois sûr que vous puissiez m'accompagner dans mes investissements. J'ai peut-être une croissance externe sur le deuxième semestre, je vais changer mon outil de production ou je vais le rénover. Et ça va être c'est la vraie question, c'est le vrai enjeu. À ce stade, je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux dire, c'est que l'intégralité des banques que je représente vivent. Leur revenu est composé de la marge sur crédit. Donc les banques ont besoin de faire du crédit pour continuer à se développer, d'accompagner leurs clients. Donc nous, banquiers, ce qui nous intéresse, c'est de participer à l'économie, d'aider les entrepreneurs à investir, à développer leur outil de production, à s'enrichir, et nous, s'enrichir à leur côté. Donc la solution, je pense, elle sera globale, elle sera trouvée au cas par cas. C'est pour ça que c'est toujours compliqué de prendre des exemples concrets, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut bien en amont discuter avec sa banque, poser ses projets d'investissement sur la table, regarder
le PGE, à quelle hauteur il peut être remboursé? Est-ce que ça sera peut-être 50%, peut-être 70%? Il y a des modalités et je pourrais y répondre après dans les questions. Mais ce n'est pas on-off où je garde mon PGE dans la totalité ou je le rembourse dans la totalité. Il peut y avoir des remboursements partiels. Il y aura aussi peut-être également, c'est encore en cours de discussion, le ministre de l'économie l'a annoncé, mais un deuxième différé. Aujourd'hui, il y a un différé, une franchise de 12 mois. Le fait de pouvoir augmenter cette franchise, de la passer de 12 mois à 24 mois est encore en cours de discussion. Mais ça, c'est aussi une solution de pouvoir, entre guillemets, pousser le caillou et pour attendre sur la décision de rembourser ou pas son PGE. Donc voilà, je ne vais pas faire un inventaire à l'après-vert de tout ce que les banques peuvent proposer en financement moyen terme, moyen long terme, l'investissement immobilier. Mais le nœud du problème, ça sera la résolution des PGE et voilà, bien discuter avec sa banque pour pouvoir trouver une solution hybride de remboursement partiel du PGE et pour pouvoir retrouver un peu de CAF disponible pour financer les investissements courants. Voilà. Merci. On va passer la parole donc à Fabien Michel qui dirige la société PrêtUp Uniland donc sur le financement participatif. Bonsoir tout le monde, donc, Fabien Michel, donc, je gère de plateformes de financement participatif sous forme de prêt, PrêtUp et Uniland. Donc pareil, je vais aller plutôt en synthèse, je n'ai pas préparé de document de présentation, donc je vais un peu compléter ça que les différents dispositifs que peuvent proposer les banques et on est nous petits acteurs et dans ce cadre de nos plateformes de prêts, aujourd'hui on est capable de proposer des prêts court moyen terme, hein, donc sur des durées qui sont souvent qui vont de 6 mois à 4 ans. Donc aujourd'hui on est capable d'intervenir sur des crédits de trésorerie, des crédits de développement commercial, des crédits de tout ce qui est aussi transition numérique, hein. Donc aujourd'hui ces interventions-là aujourd'hui peuvent être nécessaires avec l'impact de la crise sanitaire qui un peu oblige les petites entreprises à se numériser et à être plus visibles sur Internet. Donc aujourd'hui, c'est toute cette partie financement de l'immatériel et du développement numérique, c'est quelque chose qu'on est capable de faire, nous, plateforme de prêt. Donc pour rappel, sur nos plateformes de prêt, les fonds viennent de particuliers en majorité français et des régions, à dire des pays limitrophes qui sont la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Donc aujourd'hui, ces fonds qui sont prêtés par les épargnants particuliers vont directement dans les entreprises. Donc aujourd'hui, on est autorisé aussi à octroyer des prêts garantis par l'État. Donc depuis le mois de juin 2020, les PGE les différents PGE qu'on a pu octroyer, c'est souvent des PGE qui sont complémentaires aux PGE qui ont été octroyés par les partenaires bancaires des entreprises pour, on va dire, être dans l'enveloppe des 25% du chiffre d'affaires qui a été autorisé par le gouvernement. Donc aujourd'hui, ces différents dispositifs de crédit court moyen terme sont là pour accompagner ou diversifier les sources de financement des TPE-PME qui nous sollicitent. On est en aucun cas, on va dire, on se substitue pas aux partenaires bancaires, on est plutôt là pour compléter les crédits mis à disposition du chef d'entreprise. Sur le coût de nos crédits, on est naturellement aujourd'hui plus cher des coûts des crédits bancaires classiques, parce qu'aujourd'hui on est sur des taux de crédit qui se situent entre 7 et 8,5%, et ce taux d'intérêt rémunère aujourd'hui les fonds qui sont apportés par les particuliers. Et ce taux d'intérêt est expliqué par la fiscalité aujourd'hui qui s'applique sur les particuliers, qui s'applique à 30% via la flat tax. Voilà un peu les différents aujourd'hui. Donc en synthèse, on est sur des crédits court moyen terme, plutôt bas de bilan, et on vient un peu compléter la trésorerie des entreprises dans ces temps aujourd'hui compliqués. Et effectivement, aujourd'hui, moi, pour un peu faire un retour sur notre portefeuille de prêts, hein, donc nous, on intervient sur tout secteur d'activité et tout type de structure juridique.
On a effectivement, avec les dispositifs mis en place par l'État, vu que ces derniers mois, on avait pu compléter, amortir l'impact de la crise sur les entreprises. Et aujourd'hui, avec ce deuxième confinement, on voit un peu l'arrivée de procédures collectives qui n'étaient pas arrivées au préalable. Et certains secteurs d'activité qui sont tout ce qui est activité autour du CHR ou de l'événementiel, aujourd'hui commencent à fortement souffrir avec ce deuxième confinement. Et je ne suis pas sûr que malgré les dispositifs PGE ou les aides de l'État, on n'ait pas une augmentation assez forte du risque ces prochains mois sur ces entreprises-là, qui aujourd'hui ont un chiffre d'affaires qui a des fois été divisé par deux ces derniers mois, voire plus sur certaines entreprises. Juste pour terminer, j'avais une question par rapport sur l'usage du financement participatif pour diriger l'épargne des Français dans l'économie réelle. Aujourd'hui, juste ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui les particuliers français ont plutôt une exigence de retour sur investissement qui se situe sur des durées de 1 à 3 ans. Et aujourd'hui, tout ce qui est, on va dire, capital qu'on a pu voir avec les fonds d'investissement ILP ou ADR Investissement, on est plutôt sur des durées beaucoup plus longues. Et aujourd'hui, c'est compliqué de diriger l'épargne des Français sur des durées qui dépasseraient les 5 ans. Et donc, on constate que nous, sur nos types de prêts, on est plutôt aujourd'hui sur des prêts vraiment plutôt court terme, de 1 à 3 ans. C'est ce qui est aujourd'hui apprécié par nos clients investisseurs. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour cet éclairage. Je vais redonner la parole peut-être sur les problématiques de court terme à Pierre-Georges, en précisant qu'on a une question donc, sur la question de l'allocation financière. Je ne sais pas si vous l'avez vu, une allocation financière pour les matériels à forte obsolescence. Voilà, donc si vous pouvez aussi aborder ces éléments de court terme pour vous laisser la parole en finale. Alors, avant de répondre à la question, je vais aborder un autre sujet qui, à mon avis, est un élément de réponse à la difficulté de se réendetter suite au PGE. Donc, c'est les financements court terme. Les financements court terme ont cet avantage, justement, de ne pas devoir se référer à la CAF. Ça permet de financer une reprise d'activité assez rapide avec des clients qui payent relativement tard, des fournisseurs qui vous demandent de payer assez tôt et des charges courantes, notamment les salaires à payer dans l'intervalle, ce qui fait que la trésorerie de l'entreprise se tend et que pour payer, il faut donc avoir recours à ces fameux financements court terme. Sur les classiques, je parlais du découvert bancaire que tout le monde connaît, puisque on l'a aussi à titre personnel. Le découvert bancaire permet de financer quelques points de trésorerie sur quelques jours. C'est un outil qu'il faut utiliser avec parcimonie. Et souvent, sur un découvert bancaire, la banque demande la caution du dirigeant, puisque c'est un crédit qui n'est pas causé, en fait. Il permet d'avancer tout type d'opération sans forcément demander de justificatif. Un autre type de crédit court terme qui est intéressant et qui peut aussi intéresser pas mal de chefs d'entreprise, c'est le billet de trésorerie, ou appelé autrement crédit de campagne, qui permet, là pour le coup, sur une opération dédiée et qui est causée, de permettre à l'entreprise ou à l'entrepreneur d'obtenir de la trésorerie pour financer un achat qui lui permet donc de réaliser une prestation ou construire une machine, que sais-je, et rembourser ce billet de trésorerie une fois que l'opération est débouclée. En général, c'est des billets de trésorerie qui ont une durée de 3 à 6 mois et qui permet donc à l'entreprise de pouvoir réaliser des opérations beaucoup plus facilement qu'en se servant de la trésorerie ou de son découvert bancaire. Un troisième outil sur le court terme, là on arrive sur la mobilisation du poste client, donc c'est commencer à avancer son chiffre d'affaires. Tout le monde connaît donc l'escompte, même si de moins en moins de traites circulent entre les entreprises, mais la possibilité de mobiliser du papier. Et donc, j'ai du chiffre d'affaires, j'ai un client qui me doit de l'argent à 90 jours. Grâce à la traite que je peux escompter dans ma banque, je peux avancer, ma banque m'avance mon chiffre d'affaires
avant l'échéance et me permet donc de pouvoir payer mes charges courantes. Certaines banques, certains établissements pratiquent aussi la DAI. La DAI, donc ça, c'est de l'avance de facturation. J'ai une facture, je la cède à ma banque. BPI le fait pour certaines factures, Bancol, nous le faisons, mais aussi BTP Banque, ce qui permet à l'entrepreneur qui n'a pas de traite ou d'effet à escompter de pouvoir mobiliser sa facture auprès de sa banque. Donc dans ce cadre-là, la banque ou l'établissement bancaire n'achète pas la créance, l'entrepreneur cède la créance et la banque lui avance 80% ou 90% de cette facture jusqu'à l'échéance. Ça, c'est pour les outils court terme classiques et qui restent et qui sont à la main et gérés par votre établissement bancaire. D'autres outils de financement court terme, mais là qui sont hors banque, en tout cas pas directement réalisés par la banque et qui permettent et qui peuvent avoir l'avantage des fois de pouvoir avoir un acteur tiers dans la relation, c'est l'affacturage avec la mobilisation du poste client. Là, j'ai donc un facteur de ma banque ou un facteur externe. Il existe quelques intervenants qui ne sont pas rattachés à des établissements bancaires, à qui je cède une grande partie de mon poste client et qui m'achète donc mes factures, m'assure mes clients et ensuite me les avance. La différence entre la DAI et le factor, c'est que, et même le découvert, c'est que le découvert, j'ai des petites pointes de trésorerie. La DAI, j'ai des pointes de trésorerie qui sont récurrentes, mais qui ne sont pas importantes, qui ne nécessitent pas une mobilisation importante de mon poste client. À partir du moment où je décide de passer au factor et donc de mobiliser mon poste client, c'est que j'ai un besoin assez important de me faire avancer mon chiffre d'affaires qui est dehors. Et donc là, le facteur qui est un professionnel est en capacité de traiter de manière large mes clients, la relance de mes clients, l'encaissement et le lettrage en comptabilité. Voilà, si je pense que j'ai fait le tour des outils. Je rajouterai encore quelque chose qui arrive, qui était jusqu'à présent réservé à des entreprises de taille plus importante et qui commence à se démocratiser, c'est le reverse factoring. Donc là, je vous ai parlé du factor. Donc le factor avance l'argent que me doivent mes clients. Le reverse factoring, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le factor prend le risque sur la qualité de mon entreprise et va payer mes fournisseurs en avance. Donc, va avancer l'argent que je dois à mes fournisseurs, ce qui me permet de régler en avance mes fournisseurs. Donc, c'est un nouvel outil, enfin, en tout cas, c'est un outil, pas nouveau, mais qui se démocratise et qui, je pense, dans l'année à venir, aura son utilité. Voilà. Merci beaucoup, c'est très complet. Alors, il se trouve que justement, on a un certain nombre de questions qui viennent probablement de la même personne parce qu'elles ont été chiffrées 1, 2, 3. Alors, sur la question 1, je me permettrai de rappeler que les associations de places, donc à profit une place financière de Lorraine, tout comme d'autres places, je pense notamment à celle de Lille Hauts-de-France, ont été amenées à parler du problème des délais de paiement. Nous avons effectivement fait une communication sur le sujet en souhaitant que la première chose, ce soit que les délais de paiement soient respectés. On nous parle effectivement d'éventuellement les réduire. Non, l'idée, c'est bien que chacun respecte les engagements qu'il a pris à l'égard des autres, de façon à ne pas créer d'effets dominos, qui peuvent effectivement à ce moment-là entraîner des entreprises dans des graves difficultés avec le non-respect des délais de paiement. Respecter déjà ces délais, c'est déjà, entre guillemets, beaucoup. Il y a une question pour vous, Monsieur Georges, qui est le point 2, qui concerne le PGE. Donc PGE, nous avons souhaité décaler dans le temps notre tirage de PGE. Entre le premier et le deuxième confinement, les banques sont plus réticentes. Pourquoi a-t-on dépassé entre guillemets mon créneau? Est-ce que vous avez une politique différente entre le tirage du PGE premier confinement versus le tirage du PGE deuxième confinement? Est-ce qu'il y a des éléments d'appréciation là-dessus? Donc soit vous-même, soit Monsieur Dupont, est-ce que vous pouvez répondre à l'interlocuteur? Alors, j'espère que je vais bien répondre à la question. Sur le confinement phase 1 et là où il y a eu l'attribution massive des PGE, la France était complètement à l'arrêt et donc là, le préjudice du Covid était évident et relativement facile à chiffrer. La question aujourd'hui, est-ce que c'est plus compliqué d'avoir un PGE? Non, mais
l'activité économique, alors après, c'est pour ça que je ne sais pas de quel secteur d'activité on parle, mais hors voyage, CHR, ou culture, enfin toutes les activités qui aujourd'hui sont encore fermées, hormis ces, c'est pas un bon terme, je m'exprime mal, mais hormis ces activités, toute autre activité peut travailler quasi normalement. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, les PGE, on a moins de demandes et les PGE sont plus regardés. Mais là, je ne connais pas l'activité de la personne qui a posé la question, mais les PGE aujourd'hui sont octroyés et il n'y a pas de refus. Le taux de refus sur la phase 1 était de 2% de mémoire. Daniel me corrigera si je me trompe. Et aujourd'hui, le taux de refus n'a pas augmenté. Donc, il n'y a pas de conditions d'octroi plus difficiles. Sur cette question, Daniel, Daniel, tu souhaites compléter quelque chose? Vous n'avez pas mis votre micro. Micro, Daniel. On n'entend pas. Vous ne nous entendez pas? Si. Micro. Et Ouais, ça y est. un complément à apporter sur les attributions de PGE entre le premier et le deuxième confinement? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bien. D'accord. Alors, comme je disais, alors que j'ai été coupé, le taux au 4 décembre, le taux de refus est de 2,5%. Donc, sur les 4800 entreprises, en gros, hein, qui ont sollicité un PGE dans la Meurthe-et-Moselle, bien entendu, ça nous fait à peu près une centaine d'entreprises. Et comme fait par hasard, on les retrouve à la médiation, puisqu'on a dépassé les 100 dossiers de médiation. Je vous rappelle que, à titre d'info, l'année dernière, donc 2019, nous avons eu 4 dossiers de médiation. Donc là, on est à une centaine, et la cause principale, c'est quasi totalitaire, c'est le refus de PGE. Donc on essaie de trouver une solution avec les partenaires financiers. Il y a aussi, et Pierre en parlait tout à l'heure, il y a aussi des médiations avec les assureurs crédits, hein. Alors d'habitude, en temps dit normal, la médiation, c'est les 2 tiers de réussite. Donc c'est sûr que là, notre taux de réussite en Meurthe-et-Moselle est à peu près au niveau national. On est à 1 dossier sur 2 qui réussit, sachant que derrière, il y a encore le CODEFI, hein, puisque les fameux comités départementaux de financement ont été relancés et que là, l'État arrive avec des prêts participatifs à avance remboursable. Et là, c'est la 3e étape. Donc, on arrive à satisfaire sur la demande de PGE. C'est sûr que nous, j'avais été avec d'autres partenaires financiers, le premier à dire ne sollicitez pas tout de suite, voyons, puisque comme le disait Pierre, la vague, on n'en connaissait pas l'ampleur et on voulait refaire un point et un complément en septembre. Nous avons régulièrement des compléments de PGE qui sont demandés et sans aucun... j'ai pas de refus particulier, enfin les banques n'ont pas de refus particulier, mais c'est vrai, comme le dit Pierre, c'était quasi automatique, je suis désolé du terme, hein, c'était quasi automatique et vu la volumétrie, vous l'avez vu sur le graphique que je vous ai montré, maintenant, quand nous avons les stats toutes les semaines, c'est 4 ou 5 dossiers par semaine, donc 1 par jour. Donc effectivement, il est examiné plus attentivement peut-être, et puis là, les chargés d'affaires regardent avec le recul de la crise Covid comment l'entreprise a pu se débrouiller, quoi. Nous, c'est ce qu'on a fait pour la cotation, où on a demandé aux entreprises de nous adresser un questionnaire sur la Covid, les impacts sur 2020, vers quelle période les entreprises espéraient rattraper le retard, voire le dépasser. Et ça nous a servi, nous, sur nos cotations, comme je le disais tout à l'heure. Mais moi, à ma connaissance, j'ai pas de refus constaté sur des compléments PGE. Ok, entendu. Juste une question par rapport à... Alors, ce qui peut, pardon, Jean-Philippe, ce qui peut peut-être gêner la personne qui a posé la question, c'est qu'on arrive à la fin 2020, comme le disait Pierre-Georges, et les bilans, on risque de dire, comme les PGE, la date de sollicitation
la date de sollicitation a été prorogée jusqu'au 30 juin, les banques pourraient dire, effectivement, on est mi-décembre, on va attendre le bilan 2020, puis on verra. Oui, on verra à ce moment-là. Oui. C'est peut-être aussi, là, on a agi, c'était les banquiers qu'on n'a pas incriminés ont joué le rôle de pompier, hein, comme l'État d'ailleurs, ils ont joué le rôle de pompier. Là, ils ont plus le temps, et sachant que aussi l'octroi pour l'instant d'un PGE, donc nous avons une période de 6 mois supplémentaires, donc ils peuvent prendre le temps d'examiner. Donc moi j'ai un dossier où c'est sûr, on va sortir le bilan, enfin l'entreprise va sortir son bilan, et en mars, donc on verra la décision, quoi. Bon, et à ce moment-là, s'il y a un refus, on regardera en médiation. Oui, juste un point par rapport à la médiation, tu as annoncé une centaine de dossiers de médiation contre seulement 4 dossiers l'année dernière. Oui. Il y a des secteurs qui sont particulièrement représentés. Oui, malheureusement, les TPE, malheureusement, beaucoup la restauration, les commerces, hein, donc très peu de construction. Et on a eu, hier soir, hein, je n'ai pas les stats à ce jour, mais on a eu que 3 ou 4 dossiers de plus de grosses PME. Voilà, donc, dont une qui a nécessité une sollicitation de la médiation nationale. Donc, voilà, sur la centaine, ça fait 4%, donc c'est pas... Il restait une troisième question, qui était une question plutôt pour l'ILP, concernant les co-investissements. Quand les actionnaires de la société sont prêts à investir, la région bloque sur les fonds lorrains, puisqu'il n'y a pas d'autres fonds externes. Comment, je ne sais pas si Benoît, alors bon, c'est une question assez précise. Non, mais c'est malheureusement un problème que tout le monde m'entend là. Ouais. Oui, mais on t'entend, vas-y. Alors, c'est un problème qu'on a sur 2 typologies de dossiers. C'est sur l'amorçage ou l'innovation précoce et la consolidation, où l'argent qu'on gère est majoritairement public. Et donc, du coup, on est tenu à des règles européennes qui s'imposent à tout le monde. Après, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas bonnes? C'est pas mon propos. Est-ce qu'elles sont adaptées aux PME? Est-ce qu'elles sont adaptées aux TPE? C'est pas mon propos non plus. Ceci étant, elles s'appliquent à tous. Et donc, aujourd'hui, dès que vous avez une PME qui a des fonds propres négatifs, c'est très compliqué de l'aider, même si vous avez de bonnes explications, parce qu'on estime que si elles ont des fonds propres négatifs, c'est qu'elles n'ont pas eu un modèle économique qui était viable, et donc du coup, elles ont pu potentiellement ou pas, et il n'y a pas de jugement de valeur, faire de la concurrence déloyale à d'autres secteurs d'activité. Et donc là, l'Europe dit, vous n'avez pas, avec l'argent public, à épauler ou à investir dans ce genre de secteur. Et la deuxième chose, c'est sur l'amorçage, également sur des sociétés qui n'ont pas encore trouvé leur modèle économique, et même si on estime qu'elles sont en développement, qu'il y a plein de choses qui sont positives, l'Europe dit, si vous investissez un fonds, et c'est notamment le cas pour l'ILP sur le fonds numérique qui est à 100% public, il faut que vous ayez un co-investisseur qui soit un co-investisseur privé et qui ne soit pas de la famille du dirigeant. À titre personnel, et ça n'engage que moi, je trouve que c'est un petit peu réducteur. Ceci étant, comme tous les établissements de place, on a nos contraintes et notamment le respect du réglementaire. Mais je pense que M. Dupont de la Banque de France, notamment sur la partie rebond, connaît bien cette problématique qu'on essaye de gérer intelligemment, mais c'est sûr que de temps en temps, ça crée des frustrations. Daniel, tu souhaites compléter ou pas? Non. Effectivement, et d'ailleurs dans le cadre du PGE et du différé dont parlait Pierre-Georges tout à l'heure, il y a bien un respect des règles européennes. Hein. Si une société dans une situation très compliquée, vous parliez, Benoît, des fonds propres négatifs, c'est sûr que ça va être là le parcours du combattant, malheureusement, quoi, hein. Très bien. Et on arrive au terme de ce webinaire. Est-ce qu'il reste des questions ou est-ce que l'un des intervenants souhaite reprendre la parole, rebondir? Oui. Juste une petite question. J'ai noté pendant les interventions qu'il y avait deux valeurs qui étaient importantes. Tout d'abord, la valeur, le BFR,
et la CAF. Donc, si je vais voir un investisseur, Je dois me préoccuper duquel? Du BFR ou de la CAF? Et si je vais voir un banquier, est-ce que c'est la même démarche? On va peut-être laisser d'abord Pierre-Georges répondre pour le président. Allez, je me lance. En fait, c'est deux choses différentes. Ça dépend. Vous m'entendez? Ouais. C'est deux choses différentes. La CAF, on l'a dit, la banque le regarde, les investisseurs le regardent. C'est la capacité de l'entreprise à dégager du cash et donc à rembourser ses investissements. Le BFR, en fait, c'est la consommation de cash de l'entreprise. Donc je vais faire une image très simple. Je peux déposer le bilan en gagnant de l'argent et je peux vivre très longtemps et ne pas déposer le bilan en perdant. La seule différence, c'est le BFR. Est-ce que j'ai une activité qui me crée un besoin d'argent ou pas? Quand on va chez le boulanger, en général, on part rarement sans avoir payé sa baguette. Donc, la boulangerie a une activité avec un BFR négatif. En tout cas, elle a une trésorerie elle a une trésorerie. Un industriel qui a un cycle de production assez long, qui doit payer ses fournisseurs à 30 jours ou 45 jours et ses clients le payent à 60 ou voire plus, là, l'activité va demander du cash et donc elle va avoir un BFR. Donc le BFR, c'est vraiment quelque chose à regarder sur des financements court terme. C'était la deuxième partie que j'ai présentée. La CAF, on regarde la CAF pour des investissements moyen terme, moyen long terme, voire des institutionnels comme Benoît ou Eric qui, eux, interviennent en haut de bilan et qui vont regarder plus la CAF, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à générer de la richesse. Voilà, j'ai fait une distinction rapide, mais c'est deux indicateurs qu'on regarde, mais pas pour la même chose. Est-ce que l'un des capitaux risqueurs souhaite compléter? Eric, tu avais commencé la présentation là-dessus. Oui, je peux compléter. Effectivement, un développement d'activité ou un changement de modèle économique risque d'apporter un accroissement de BFR rapide et plus rapide. En fait, pour compléter ce que disait Pierre, la problématique, c'est en fait la vitesse de croissance de l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire si la CAF croît plus vite que le BFR, bon, finalement, ça va plutôt bien se passer. Si au contraire, le BFR augmente plus vite que la CAF, à un moment, ça risque de coincer en trésorerie. Et nous, investisseurs en capital, on peut justement intervenir pour accompagner le financement des besoins de l'entreprise et notamment le financement de l'accroissement du BFR en attendant que la CAF arrive et prenne le relais, sachant qu'au final, pour pouvoir financer correctement notre sortie, il faudra bien qu'il y ait de la CAF à un moment ou à un autre. Voilà. Mais je dirais qu'un investissement de fonds propres va être un investissement de plus long terme, donc qui va donner le temps à l'entreprise. Pour ça que je disais tout à l'heure, le financement, le capital risque permet de s'acheter du temps quelque part, et donc permet à l'entreprise d'installer sa croissance et d'attendre le moment où effectivement la capacité d'autofinancement permettra de bien répondre à tous les besoins de financement de l'entreprise. Très bien, je vois que les questions, il n'y en a plus. Je tiens à vous remercier tous, donc au nom d'abord d'avoir suivi ce webinaire, ensuite d'avoir participé en tant qu'intervenant, preuve effectivement de ce continuum de financement que nous essayons effectivement de promouvoir au sein de la place financière de Lorraine au travers de l'association Aprofin. Vous voyez que vous pouvez vous adresser aux différents intervenants, soit chez Scalen, soit chez Aprofin, pour poursuivre effectivement les questionnements et les débats. Vous dire que les deux derniers termes qui viennent d'être utilisés sont probablement termes que vous aurez à étudier avec notamment votre expert comptable, puisqu'on a parlé de la sortie des bilans. Toujours bon de faire pas simplement un point stricto sensu comptable sur la dernière ligne du compte de résultat, mais de bien analyser justement ces questions de tableau de financement, de besoin en fonds de roulement, de capacité d'autofinancement qui vont être ceux avec lesquels vous allez négocier tant avec les capitaux risqueurs qu'avec vos banquiers traditionnels. Vous avez, je pense, saisi que l'ensemble des intervenants ont l'habitude de travailler ensemble et c'est tout l'intérêt pour le territoire
que d'essayer d'avoir autant que faire se peut l'ensemble des compétences à votre disposition. L'intérêt étant bien entendu d'avoir un maximum de PME qui seront en capacité de rebond après cette année 2020 tout à fait particulière que nous venons de vivre, comme ça a pu être rappelé par le directeur de la Banque de France dans son propos introductif. Je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne soirée.